Alors Constance de Pellichy, qui êtes-vous réellement? C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose de vous, vous êtes assez discrète, vous êtes en fait originaire de notre région, du Loiret. Pourquoi est-ce qu'elle vous tient tellement à cœur, cette région Centre-Val de Loire? Je pense que comme beaucoup de personnes qui sont nées dans cette région, moi je suis née à Blois, j'ai grandi à Orléans, j'ai passé mon bac ici. On y est forcément attaché, on a besoin de faire son expérience parfois ailleurs, mais on est toujours content de revenir chez soi, c'est notre patrie de cœur. Alors on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la difficulté d'être maire dans les petites communes, dans les communes notamment en zone rurale. Vous les rencontrez, vous, ces difficultés au quotidien? Je pense qu'il n'y a pas un élu aujourd'hui qui ne rencontre pas ces difficultés au quotidien. La première des difficultés, c'est non-stop. C'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. Et d'une certaine manière, votre vie, elle vous échappe assez vite. Dès que vous quittez la porte de votre maison, vous n'êtes plus un individu, vous êtes le maire, et c'est normal, je le comprends tout à fait. Le téléphone, il ne peut jamais être coupé. Ce sont des choses qui sont parfois compliquées à gérer parce qu'on a parfois besoin de respiration, tout simplement. Vous avez le sentiment que les citoyens demandent beaucoup aujourd'hui au maire ? Les citoyens demandent beaucoup, pas seulement au maire, ils demandent beaucoup à beaucoup de monde. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de frustration dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes, une société qui va très très vite et où on a parfois du mal à retrouver ses repères. Alors on parlait à l'instant de Jacqueline Moureau, l'une des figures des Gilets jaunes qui a lancé son mouvement politique hier à Orléans. Quand on voit que dans votre parti, Laurent Wauquiez a du mal à s'imposer en tant que principal opposant à Emmanuel Macron, ça vous inquiète cette montée en puissance des Gilets jaunes au sein de la politique ? Non, ça m'inquiète pas plus que ça, dans le sens où elle est peut-être nécessaire aussi. Aujourd'hui, j'appartiens à un parti qui est en reconstruction. On ne connaît pas beaucoup de partis qui, après avoir vécu un gros échec à l'élection présidentielle, au bout de 18 mois, font le plein absolument partout et sont prêts à repartir. Le Parti socialiste, en 2002, a mis du temps à se reconstruire et il est normal qu'on mette du temps à se reconstruire et qu'on se repose les bonnes questions. Le fait d'avoir un mouvement qui émerge des Gilets jaunes, alors je ne sais pas si tous les Gilets jaunes s'y retrouvent, a priori c'est assez polémique, mais ça montre qu'on a malgré tout des citoyens qui veulent se réapproprier le débat, qui veulent se réapproprier la chose publique, et en ça je trouve que c'est plutôt sain. Et c'est plutôt positif. Laurent Wauquiez a choisi un jeune inconnu du grand public pour être tête de liste aux européennes, François-Xavier Bellamy. Cela a fait grincer quelques dents au sein de votre parti. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne connais pas François-Xavier Bellamy, donc je ne participerai pas à la polémique trop conservateur, pas assez, trop europhile ou pas assez. Je ne sais pas, je n'en sais pas suffisamment sur lui. Ce que j'en pense en revanche, c'est que c'est intéressant de vouloir renouveler les têtes et d'arrêter de mettre toujours les mêmes vieux briscards. Ce que j'en pense, c'est que pour une fois, on ne donne pas l'image que le Parlement européen, c'est un petit peu le placard en attendant mieux pour ceux qui ont besoin de se recaser. Et ce que j'en pense également, c'est qu'il n'est pas présenté seul, il est présenté avec Arnaud Danjean, qui est quelqu'un que je connais plutôt bien comme député européen. Il est à son 2e mandat. Ça reste une personnalité relativement jeune, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et je trouve que le choix est pertinent. Et les partis traditionnels comme le vôtre doivent absolument se renouveler aujourd'hui face aux Gilets jaunes, face à la République en marche ? Pas seulement face à la République en marche ou face aux Gilets jaunes, mais tout parti a besoin de se renouveler, ne serait-ce que pour faire vivre le débat. Sinon, au bout d'un moment, c'est l'entre-soi, on vit qu'entre soi, on se caricature, et puis finalement, votre base, elle se réduit comme une peau de chagrin. Alors, autre sujet d'actualité, Constance de Pellichy, l'abaissement de la limitation à 80 km/h, on en parle beaucoup. L'exécutif semble hésiter à revenir sur la mesure. Édouard Philippe a annoncé une baisse historique du nombre de tués. Quelle est votre position sur le sujet ? Ma position sur le sujet, c'est que c'est ni noir ni blanc. Sur une route départementale comme celle qui va de la Ferté-Saint-Aubin à Ménestreau-en-Villette ou à Ligny-le-Ribaud, je trouve que c'est parfaitement justifié parce qu'on est sur des toutes petites routes de campagne qui tournent beaucoup et effectivement qui sont dangereuses. Sur une route comme la RD 2020 entre la Ferté-Saint-Aubin et Orléans, on peut franchement se poser plus la question de la pertinence des 80 km/h. Alors on a entendu aussi dans votre portrait votre position sur le grand débat organisé en ce moment par le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a encore juré ce matin qu'il en tirera les conséquences. Vous ne croyez pas à un changement de cap ? C'est ce que ces ministres ont exprimé au départ quand il a lancé le grand débat. Un grand débat, mais pour quel changement de cap ? A priori, ils avaient l'air de dire que de toute manière, on maintenait le cap de la présidentielle et on ne changerait pas les textes qui avaient été votés au cours de ces 18 derniers mois. Quelle serait pour vous la mesure à tirer, la conséquence à tirer de ce grand débat ? Se posent quand même des questions qui sont importantes. Les premières questions, c'est celles autour du pouvoir d'achat et de la justice fiscale. Si on ne repose pas la question de l'impôt sur la fortune immobilière maintenant, dans le cadre de la justice fiscale, c'est un débat qui est tronqué.
se pose également la question des institutions. Et dans sa lettre aux Français, la question est bizarrement tournée. On met le Sénat au même titre, au même plan que le Césaire, alors que le Sénat a un pouvoir législatif, ce qui n'est pas le cas du Césaire. On ne parle pas de l'Assemblée nationale. On parle du bicamérisme, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 chambres. Par contre, on ne parle pas du bicéphalisme, c'est-à-dire d'avoir un président de la République aussi fort qu'un Premier ministre. Effectivement, encore beaucoup de flou et d'inconnus. On y reviendra. Merci en tout cas d'avoir été l'invité politique du 19-20 ce soir. J'ajoute que la semaine prochaine, je recevrai Yann Galu, ex-député socialiste du Cher. Merci beaucoup. Merci à vous.